Bonsoir à toutes et à tous, présidentielle 2025, bienvenue dans l'édition de ce soir. Nous sommes le 29 juillet de cette année. Cette émission est consacrée essentiellement à l'élection du 12 octobre prochain. 18h30, 19h50, c'est le créneau arrêté. Nous sommes donc à 75 jours du scrutin présidentiel prévu pour le 12 octobre. Et déjà, la liste définitive, ou du moins la liste publiée par le Conseil de l'ECAM, liste des candidats, bien sûr, validée par ce conseil, bouleverse les lignes. Deux faits marquants, Paul Biya, 92 ans, président sortant, une fois de plus en lice. Pourtant, Léon Teller, Onana du RDPC, revendique aussi sa candidature et en appelle au rejet. Le rejet du conseil électoral n'y a rien fait et le conseil constitutionnel devra, du moins, le rejet du conseil électoral de la candidature de Léon n'y a rien fait. Le Conseil constitutionnel devra trancher. Maurice Kamto, quant à lui, investi par le Manidem, a vu sa candidature également rejetée. Dieudonné Yebga ayant lui aussi déposé un dossier d'investiture auprès de l'ECAM. Tous ces messieurs sont devant le Conseil constitutionnel demain, désormais, qui s'est saisi de ces dossiers. Entre validité et recalé, une question centrale s'impose. Sommes-nous encore dans une compétition électorale ou dans une démocratie verrouillée? Le thème de notre émission de ce soir, double investiture, Paul Biya toujours là, Kamto écarté, entre compétition électorale et démocratie verrouillée. Nous avons trois invités et je dis d'emblée bonsoir à Basile Togo du RDPC. Bonsoir mon cher député, bonsoir à tous les co-panélistes, bonsoir à tous qui nous écoutent ce soir dans le cadre de cette émission. Merci de m'avoir convié une fois de plus à l'effet de représenter le RDPC sur ce plateau. Vous me permettez, n'est-ce pas, de rendre public cette circulaire du président national du RDPC qui est sortie aujourd'hui dans le cadre, n'est-ce pas, de la présidentielle. C'est la circulaire portant organisation de la campagne électorale du candidat du RDPC. Cette circulaire est suivie, n'est-ce pas, d'une note d'application du secrétaire général, le vice-premier ministre Jean Kuete. C'est pour vous dire que le RDPC est en marche et est en train de mettre tous les éléments nécessaires pour battre une campagne élégante, une campagne forte, une campagne rassurante et c'est une campagne digne d'une victoire au soir du 12 octobre. Jean Kuete qui est d'ailleurs désigné coordonnateur général. Tout à fait. De la campagne. De la campagne. Il y a une nuance avec le directeur de campagne? Non, je pense que ça fait office du directeur de campagne. Mais, sauf que avec toute la technoscripture qui a été mise en place au niveau national, au niveau au régional, départemental et communal, et même au sein, n'est-ce pas, des sections, des zones, et au niveau des localités les plus reculées, il était important de changer de dénomination. Et on a mis le thème approprié était coordinateur national. Célestin Djamène, bonsoir. Bonsoir mon cher député, bonsoir à tous vos téléspectateurs, bonsoir mes co-panélistes. Président à part, candidat recalé. Candidat recalé, oui, je suis fair play. Même si dans l'énoncé des motifs, il y a eu quelques égarements de la part du conseil électoral, de l'ECAM, et je l'ai exposé ce matin en disant que dans les motifs qui ont été exposé, il y avait quand même beaucoup de légèreté de la part de l'ECAM. Quand vous arrivez au conseil électoral, vous avez une déclinaison de dossiers que vous remettez, n'est-ce pas, aux membres de l'ECAM, et c'est coché. Tous les documents sont cochés un par un. Il ne peut pas avoir reçu la justification de ma carte électorale, mon inscription sur une liste électorale. Il ne peut pas avoir reçu ma déclaration sur l'honneur et dire dans le rejet, le motif du rejet, que je n'ai pas déposé ces arguments-là. Alors qu'ils l'ont enregistré, ils l'ont noté. Les preuves sont là, elles sont vérifiables. Et pour le reste, bon, je préfère m'en abstenir pour l'instant. Vous n'avez pas fait une requête au Conseil constitutionnel? Non, je ne pense pas que c'était utile parce qu'en vérité, on connaît le sort qui attend ceux qui, certes, ils contribuent au débat juridique, mais depuis la Cour suprême, qui est un peu l'ancêtre du Conseil constitutionnel en matière de contentieux préélectoral, on connaît bien le sort des candidatures non RDPC, si j'ose dire, parce qu'il y a quand même une jurisprudence qui est établie très nettement. Moi, j'ai pensé qu'il était utile et judicieux pour nous de penser déjà à 2026 en termes d'élections municipales et législatives, parce que c'est dans moins d'un an. Sauf si le président décide encore de proroger de nouveau de 6 mois. Mais en principe, je pense que nous devrions être prêts aujourd'hui pour préparer l'échéance de 2026. Il y a aussi la question de la caution.
dans vos dossiers qui n'a pas été reçu? Je crois que les motifs ont été exposés. Bon, maintenant, je crois que sur le sujet, les commentaires sont libres. Je n'ai pas envie de reprendre les commentaires là-dessus. Professeur Moïse Tiengchuan, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Tongo. Agrégé de droit privé. C'est ça. Venu de Tchang. Venu de Tchang, voilà. Vous avez pris la route. C'est ça. Et nous avez rapporté un ouvrage assez consistant. Je regarde rapidement, c'est combien de pages? 331. 400 pages. Exceptionnellement, on en parle. Hein. C'est ça. Juste pour l'accueillir. La circulation routière dans l'espace SEMAC, code communautaire de la route, commenté et annoté. C'est bien cela. C'est ça. Avant-propos. Permettez peut-être que je salue déjà mes copanélistes et que j'adresse mes salutations à tous vos millions de téléspectateurs. Merci beaucoup. Voilà. Alors en avant-propos, c'est le ministre Jean-Ernest Massé Nangalé Bibé qui tient la plume. C'est ça. Préface, le professeur François Anokaha. Postface. Surtout vice-président de la CONAC. Parce que d'accord, absolument. Cette qualité-là a été importante pour la préface. Absolument. Et postface, Monsieur Martin Bangangele, le DGSN. Mais je veux dire que pour une question de transport, pourquoi vous êtes allé chercher, on peut comprendre l'avant-propos du ministre Ngalé. C'est ça. Bon, le DGSN, oui, c'est également très lié à... Mais la CONAC, il y a trop de corruption là-bas. Non, en fait, le choix du professeur Anoka se justifie par deux considérations. Okay. C'est le maître, parce que vous allez voir que les 11 co-auteurs de l'ouvrage sont des universitaires cadets et qui sont passés pour beaucoup par le moule du professeur François Anoka. Donc il était question, n'est-ce pas, que nous ayons l'exaltation de la qualité scientifique de l'ouvrage par un maître, qu'est le professeur François Anoka, mais surtout, il y avait l'autre dimension de la personne, n'est-ce pas, qui n'est rien d'autre que le vice-président de la CONAC, la route étant l'un des terrains majeurs, n'est-ce pas, d'expression et de visibilité de la corruption pour le citoyen ordinaire. Et l'ouvrage contribuant, étant censé contribuer, n'est-ce pas, à la lutte contre la corruption, vous comprenez bien que sa préface était très opportune. D'accord. Voilà. Alors, cela dit, en termes de contenu, qu'est-ce qu'on nous retrouve de façon brève, rapidement? Oui, en fait, l'ouvrage traite de l'ensemble des règles de circulation routière. Parce qu'il faut prendre le soin de noter que sur la route, n'est-ce pas, les fonctionnaires de police et de gendarmerie accompagnant les autres départements ministériels, il peut se trouver que la route soit le lieu de recouvrement de certaines redevances fiscales, dont les aspects fiscaux n'intéressent pas fondamentalement la route. Donc, par exemple, les questions d'assurance, les questions de vignettes ne relèvent pas spécialement de la route, mais en dehors de ces aspects, n'est-ce pas, extérieurs à la circulation, les autres règles portées par le code communautaire de la route, n'est-ce pas, ils sont contenus et nous avons tenu à les expliquer dans le détail. Question aussi surtout de permettre une meilleure appropriation de ce texte important, un texte communautaire à valeur supra-législative, n'est-ce pas, adopté en vigueur depuis 2001 sous l'égide d'un compatriote camerounais, le ministre Martin Okuda, mais dont on peut observer que dans la pratique, c'est un texte fortement ignoré. La plupart des incriminations, n'est-ce pas, qui sont mis à la charge des usagers, visant le plus souvent le décret portant code de la route de 1979. Alors que toute disposition contraire entre ce décret et le code communautaire de la route, n'est-ce pas, devrait se solder par la prééminence, n'est-ce pas, du texte communautaire. Voilà qui est dit. Pour terminer peut-être, où peut-on trouver l'ouvrage? Oui, l'ouvrage est disponible dans toutes les grandes villes du Cameroun. Nous aurons l'occasion peut-être, sur la demande de nos auditeurs, de leur communiquer le contact. Mais à Douala, je crois que pour l'instant, l'ouvrage est disponible à l'étude de Maître Boubou, Maître Pierre Boubou. À Bonamoussadi, nous sommes encore en train d'étendre le réseau de distribution, mais pour l'instant, c'est une référence. Mais en cas de besoin, vous pouvez, les usagers peuvent s'adresser à nous et puis nous allons leur communiquer les autres distributeurs qui vont se manifester ultérieurement. Je peux comprendre que vous étiez avec les auditeurs de Radio Balafon, nos confrères ce matin. C'est ça. Nous sommes les téléspectateurs de STV ce soir. Okay. Merci infiniment de cette amitié renouvelée. Merci beaucoup. On va prendre la transition, on revient derrière pour le reportage de ce soir. À
À 23h59 hier lundi, 35 requêtes ont donc été introduites au niveau du Conseil constitutionnel afin de réexaminer un certain nombre de candidatures déclarées. Ce reportage retrace quelques temps forts de cette séquence. Sur les 70 dossiers de candidature rejetés par Elections Cameroun, une dizaine pour l'heure fait l'objet de recours au Conseil constitutionnel au moment où nous faisons le point. Après la publication des candidatures retenues samedi dernier, les candidats recalés ont en effet jusqu'à ce 28 juillet à 23h59 pour saisir l'institution. Au greffe de l'instance, ce jour, plusieurs parmi eux se sont succédés pour la cause. Je ne veux pas dire que je reproche quelque chose à l'ECAM, mais il faudrait que je vienne au Conseil constitutionnel parce qu'il y a un problème qui me touche sur les 300 signatures. Parce que c'était la chose la plus difficile à faire. Et voyez-vous, pas difficile parce qu'on n'a même pas laissé, j'ai l'impression que la loi ne laisse pas la latitude aux personnes qui vont signer. Nous avons déposé une candidature. Semble-t-il, il y a quelqu'un d'autre qui a déposé une candidature au nom de notre parti qui, malheureusement, s'était prévalu être président du parti sans jamais être membre du parti. Vous vous levez un matin, quelqu'un qui n'a jamais été militant, on vous dit qu'il est président, il vous brandit l'arrêté, il vous brandit la lettre du ministre qui fait de lui président. On ne sait pas comment ça se passe. Les requérants sont entre autres Jean-Blaise Ngouet du MPCC, Jacob Dingong, candidat indépendant, Gabriel Mafo du RGPC, Bessiping du RFR, André-Marie Dibamou du JDC, Bertin Kissop du CPSJ, Léon Taylor Ronana du RDPC, Babiongono du LD, Maurice Kamto du Manidem. Les motifs ayant provoqué le rejet de leur dossier sont pour la plupart absence du certificat de versement du cautionnement, pluralité d'investiture, absence de la liste des 300 signatures légalisées pour les candidats indépendants. Olivier Bouzika a donc été fait hier en mi-journée et je le rappelle, en fin de journée, en soirée d'ailleurs à 23h59, 35 requêtes ont définitivement été enregistrées au sein de Elections Cameroun, du Conseil constitutionnel, et cette instance a 10 jours, ça peut être avant, mais le maximum c'est 10 jours pour rendre sa copie définitive de ceux qui seront retenus pour l'élection présidentielle du 12 octobre. Je rappelle également qu'en fin d'émission, vous pourrez intervenir à travers vos messages. Le numéro va s'afficher tout à l'heure. Avant déjà, Célestin Djamène, pour vous, que signifie aujourd'hui ces doubles investitures? Comment cela peut-il s'expliquer dans un contexte d'élection comme le nôtre? Sur le plan juridique, c'est vrai que nul n'est censé ignorer la loi. C'est une fiction juridique peut-être, mais c'est une réalité quand même. Maintenant, il faut plutôt voir, en tout cas à mon sens, du côté plutôt des inimitiés ou des problèmes internes de gestion du parti. Il y a des courants dans certains partis, il y a des conflits larvés, d'autres qui sont ouverts, mais les différents responsables n'ont pas pris le temps, n'est-ce pas, de régler leurs conflits internes. Et du coup, à l'occasion d'une grande élection comme celle-ci, les différends éclatent au grand jour. Et puis il y a des gens qui viennent notamment, comme l'a dit votre reporter tout à l'heure, nuitamment aller déposer au nom du même parti un dossier de candidature. Évidemment, le risque qui est évident, c'est que le Conseil électoral, en se basant sur l'article 121, alinéa 2, deuxième paragraphe, dernière phrase, constate qu'il y a pluralité d'investiture et donc fatalement va rejeter les deux puisque l'ECAM ne rentre pas dans les questions internes liées au parti politique. Parce que les gens ne comprennent pas qu'il y a une différence à faire, à mon sens, entre l'acte d'investiture qui est un acte politique interne au parti et l'acte externe qui est le dépôt de candidature. À partir du moment où si dans votre maison, vous déposez, vous investissez plusieurs candidats, ça c'est entre vous. Mais le jour où vous décidez d'aller faire le dépôt au niveau de l'ECAM, il faut un parti, une investiture. Parce qu'évidemment, si les rancœurs internes s'exportent lors du dépôt, il est clair que l'ECAM va constater la loi et dit que, écoutez, je ne suis pas en train de régler qui est président du parti, qui ne l'est pas. Pas au fond. Oui, et on dit que je ne suis pas là pour savoir qui est président du parti, qui ne l'est pas. Je constate qu'au nom du même parti, il y a deux investitures. Et la conséquence juridique, c'est que, évidemment, les deux dossiers sont purement et simplement rejetés. D'accord.
Basile, sur la même question, ces doubles investitures. Oui, je pense que pour aller dans le cadre de cette question, il faut aller dans le sens une analyse. Et à partir de là, il faut d'abord définir ce qu'on entend par investiture. Parce que l'investiture, dans le plan juridique, c'est défini comme l'acte par lequel un parti politique accorde, n'est-ce pas, à un candidat, n'est-ce pas, une investiture, dont on lui donne la possibilité de le représenter. Maintenant, dans le cadre de la pluralité d'investitures, puisque c'est ça qu'il est question, il faut noter que cela peut se poser sur deux plans. Le premier plan, c'est la pluralité d'investitures du fait du candidat et la pluralité d'investitures du fait du parti. Dans le cas de la pluralité d'investitures du fait du parti, deux éléments peuvent, n'est-ce pas, sous-tendre, n'est-ce pas, cette activité. Le premier élément, c'est le bicéphalisme. Il peut arriver qu'au sein du parti, deux personnes contestent, n'est-ce pas, la présidence, ou bien contestent les responsabilités, n'est-ce pas, au sein du parti. Et dans ce cas-là, donc, il peut arriver que les deux tendances investissent un parti, quelqu'un, des différentes personnes, ou bien des différentes tendances. Et ça crée ce qu'on appelle une pluralité d'investiture. Le deuxième élément qu'on va noter toujours dans la pluralité d'investiture, c'est celui du fait du responsable du parti politique. Lorsqu'un responsable du parti politique qui a des prérogatives d'accorder l'investiture à un candidat, accorde à deux candidats différents. Non, dans ce sens-là, donc, il peut avoir ce qu'on appelle une pluralité d'investiture. Maintenant, pour la pluralité d'investiture du cas du candidat, il faut relever que un candidat peut, n'est-ce pas, se faire accorder l'investiture, n'est-ce pas, par plusieurs autres partis politiques. Lorsqu'il va déposer, comme le président Jamel l'a dit, on constate que telle personne a une investiture de tel parti et de tel autre parti, ça crée ce qu'on appelle une pluralité d'investiture. Et dans ces deux cas-là, donc, l'élément, la solution première de l'ECAM, n'est-ce pas, c'est de déclarer les deux candidatures nulles et sans effet, les deux ou bien plusieurs candidatures nulles et sans effet. Donc, sur ce point-là, donc, on voit un peu les éléments qu'il faut ressortir dans ce que nous appelons la pluralité des candidatures. D'accord. Maintenant, ok, allez-y. Prof. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est vrai que la pluralité, ce qu'on a appelé la multiplicité d'investitures ou bien la pluralité d'investitures, je ne vais pas trop m'écarter de ce que disait tout à l'heure le copaniste Basile, M. Basile et Togo, parce qu'en fait, il faut distinguer l'hypothèse où cette pluralité est le fait des candidats ou alors du parti lui-même. Et à cet égard, il y a une première dimension de la pluralité qui apparaît de l'examen du tableau des candidatures affichées par ELECAM. Et à ce niveau-là, on va voir que de ce tableau-là, il y a donc une colonne qui présente les partis supposés avoir investi les candidats. Donc à l'examen seulement de ce tableau-là, on va bien se rendre compte que plusieurs partis sont supposés avoir présenté plusieurs candidats. Mais cette hypothèse ne peut pas véritablement aboutir à une quelconque sanction parce que, comme le reportage vient de le révéler, quelqu'un peut usurper, il peut se prévaloir de la signature du parti sans en avoir qualité, ou bien alors on peut même être extérieur au parti. Parce que là, on vous dit dans le reportage que quelqu'un n'a jamais été militant d'un parti, mais comme l'acceptation des dossiers se fait sur l'apparence, ELECAM va accueillir et va donc afficher sur son tableau que l'individu est investi par le parti. Mais au plan véritablement juridique, la pluralité d'investiture suppose que les investitures sont signées par une personne capable d'engager le parti. Et à ce moment-là, justement, il faut bien opérer un tri. De mon point de vue, qu'il y ait que la pluralité de candidatures soit le fait des candidats ou bien du parti, de mon point de vue, la solution n'est pas celle du rejet. Parce qu'ici, on est quand même en matière de droits fondamentaux.
ne faut pas oublier que la participation à l'élection présidentielle rentre dans le droit qu'on appelle le droit de participer à la gestion des affaires publiques. Un droit fondamental consacré par notre Constitution, mais aussi par les instruments internationaux auxquels le Cameroun est parti, dont notamment le Pacte international des droits civils et politiques à l'article 25, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples à son article 13. Alors, dès lors qu'on se situe dans le cadre des droits fondamentaux, en cas d'ambiguïté, la solution n'est pas de paralyser l'exercice du droit fondamental, c'est d'essayer de tendre vers une solution qui permette l'effectivité du droit. Et donc, de mon point de vue, Elekam, même si a priori il n'est pas, je ne sais pas si Elekam, on dit une Elekam ou un Elekam. Élections Cameroun. Disons Elekam, c'est un nom propre. C'est un nom propre. Donc Elekam, même si Elekam n'a pas a priori, n'est-ce pas, l'obligation d'entrer dans les textes fondamentaux des partis, lorsqu'il y a dissonance, n'est-ce pas, du fait de la pluralité des prétentions d'investiture d'un même parti, moi je pense que dans le cadre de la collaboration qui se fait entre Elekam et le MINAT, sans se placer dans un rapport de subordination, parce que Elekam doit rester indépendant, Elekam peut solliciter des éléments, au moins pour faire ce tri. Parce que même si les délibérations d'Elekam n'ont que valeur de recommandation, aussi longtemps que les délais de contestation ne sont pas passés, il faut quand même reconnaître que ça a une considération, parce que une candidature acceptée, qui n'est pas contestée, devient définitive au bout des 2 jours. Absolument. Une candidature rejetée, pour laquelle une réclamation n'est pas faite, devient définitive. Absolument. Donc, Elekam ne doit pas prendre ses responsabilités à la légère. Mais dans le cas où, oui, affaire Manidem, oui, ou non, laissons les affaires encore, affaire CPP à l'époque. C'est ça. Dans le cas où le ministère, le MINAT, effectivement donne son avis, oui, mais il se trouve que l'avis est débouté bien plus tard au tribunal. Oui. Est-ce que ce ne serait pas prétentieux pour Elekam justement de se retourner vers le MINAT et décider ou alors de prendre une décision sur cette base? Oui, nous sommes dans une position de principe. Elekam doit s'investir à donner effet au droit fondamental. Mais dans la décision qu'elle prend, alors vous comprenez qu'elle statue sur la base des éléments de vraisemblance, pas nécessairement de la réalité. Donc, ce qui lui apparaît vraisemblable, elle doit, bon, j'espère que c'est elle, hein, bon, elle doit donner effet à cela. Mais il faut bien noter que le MINAT n'a aucun pouvoir pour procéder à la restructuration des partis. Le MINAT est une institution qui doit simplement prendre acte des modifications qui, elles, interviennent à un autre niveau. Soit du fait des instances compétentes du parti, n'est-ce pas, Assemblée générale, congrès, convention, dont la communication permet au MINAT de tenir à jour son fichier, soit du fait des décisions de justice passées en force de choses jugées. Mais d'aucune manière, le MINAT n'a le pouvoir de s'immiscer, n'est-ce pas, dans la gestion des partis. Et donc, si l'information reçue du MINAT est une information erronée, au moins, il y aura quand même... la solution aura été celle qui permet de participer à l'élection. Et maintenant, les recours qui sont ouverts permettront de voir le Conseil constitutionnel de rétablir la vérité. Mais le principe est celui-là. Merci. D'accord. Cela dit, comprendre la double investiture au RDPC, je vois Basile sursauter, parce qu'il nous dira qu'il n'y a pas de double investiture là-bas. Effectivement, au RDPC, il n'y a ni double investiture, ni double candidature. Ok. Les faits sont simples. Si je prends l'article 122, c'est sous le contrôle du professeur, bien évidemment, qui était né dans la profession. Si je prends l'article 122, alinéa 2 du Code électoral, qui est une loi organique, il faut signaler que l'un des éléments essentiels, l'un des documents essentiels, n'est-ce pas, pour un parti politique qui investit un candidat, c'est la lettre d'investiture que le parti politique doit accorder à ce candidat-là. Donc, il se pourrait donc que, dans le cadre de celui dont vous venez de citer tout à l'heure, il n'a pas de lettre d'investiture qui a été délivrée, n'est-ce pas, par le RDPC. Et encore que l'article 23, alinéa 5 des statuts du RDPC dispose que c'est le secrétaire général, ou bien le comité central, qui accorde l'investiture au niveau national et au niveau local. Donc, pour ce qui est du candidat, son Excellence Paul Biya, c'est le secrétaire général qui a signé sa lettre d'investiture. Donc, ce que les va faire, ils vont entrer dans
ils vont s'appuyer, n'est-ce pas, sur l'article 122 pour effectivement voir si les éléments... C'est le Conseil désormais. Oui, le Conseil électoral. Si les éléments donc disposent le dossier de ce candidat, répond, n'est-ce pas, à toutes les exigences nécessaires. Donc, dans ce cadre-là, donc, la solution qui lui aurait été recommandée est celui, n'est-ce pas, d'adopter une investiture indépendante, de déposer une candidature indépendante, parce que vous ne pouvez pas le faire sur la base d'un parti politique qui, au regard, n'est-ce pas, de ses statuts, notamment l'article 27, alinéa 3 du parti, qui dispose que à l'élection présidentielle, c'est le président national qui est le candidat statutaire. Donc, sur ce point-là, donc, je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il n'y a aucun bicéphalisme au sein du RDPC, il n'y a aucun, n'est-ce pas, aucune pluralité de candidature au sein du RDPC, et il n'y a non plus aucune pluralité, n'est-ce pas, d'investiture au sein du RDPC. Le seul et unique candidat du RDPC, bien évidemment, c'est son excellence Paul Biya, et qui a tous les éléments nécessaires, requis au regard de la disposition de l'article 122 alinéa 2 du Code électoral. Célestin, vous partagez la même approche. Vous comprenez, il faut le dire, on se l'a dit en off tout à l'heure, il y a deux requêtes contre la candidature du président Biya, celle de Léon Teller, mais de Yaya Bello aussi. Les deux demandent un rejet de cette candidature-là. Bon, je vais me fonder sur l'analyse qui a été assez excellente de Basile tout à l'heure, quand il dit qu'il y a deux types de double investiture. Celle du fait des candidats et celle du fait des instants dirigeants du parti. Mais en même temps, il se contredit. Parce que dans le cas du RDPC, bien sûr que tu es forcément jugé parti, puisque tu es militant du RDPC, et tu ne peux te donner qu'une version qui est édulcorée de la chose. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en vérité, quand tu dis, et on a subi le reportage tout à l'heure, un candidat qui se lève le matin, militant du parti reconnu, et puis s'autoproclame candidat, avec une lettre d'investiture. Il y a d'autres cas, par exemple le MP, on verra tout à l'heure peut-être, et dans ce cas-là, est-ce qu'il revient à Elecam d'être tenu par une compétence liée? Est-ce que Elecam a l'obligation de référer au MINAT, qui agrée les partis politiques, pour savoir qui a qualité ou non? Parce que si c'est une compétence liée, alors dans ce cas-là, Elecam aurait eu tort de ne pas vérifier la qualité du requérant ou du dépositaire du dossier. Donc maintenant, je suis en train de dire ceci. Dans le cas, par exemple, du RDPC, il est clair que M. Léon Teller n'avait pas de lettre d'investiture, à ma connaissance. Donc il vient là en tant que candidat indépendant. Le comité central ou le SG du RDPC, évidemment, a investi le président Paul Biya, qui d'après leur statut est le candidat statutaire, on va dire naturel du parti, dont là, pour moi, ça ne souffre d'aucune contestation, puisque Léon Teller n'a pas de preuve, n'apporte pas la preuve qu'il a une lettre d'investiture du parti. Les choses sont relativement claires. Mais dans d'autres cas aussi, comme le cas du Malidem, Monsieur Dieudonné Yebga prétend qu'il avait suspendu Anissé Kané en 2015. Et ben dans ce cas-là, il n'y a pas de raison qu'il a notifié au MINAT. Donc pour lui, depuis 2015, il est le président statutaire du Malidem. Même si il a pris une retraite politique relative, il était en embuscade, il n'en demeure pas moins vrai qu'il persiste à dire qu'il avait suspendu Anissé Kané. Ce qui veut dire que le MINAT aurait fauté en réactant Anissé Kané en 2018 comme président du Malidem. Bon, maintenant le Conseil constitutionnel va trancher pour voir si effectivement la suspension a été actée par le MINAT. Dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on reprocherait à Elecam? Elecam, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a deux choses. Soit elle considère qu'elle n'a pas en référé au MINAT pour savoir qui est légitime, qui ne l'est pas, soit elle dit, bon, j'applique l'article 121 alinéa 2, et j'ai envie de citer le dernier paragraphe. Ça commence ainsi. Voilà. Le candidat investi par un parti politique non représentant l'Assemblée nationale, au Sénat, ainsi de suite, toutes les assemblées que vous connaissez, n'est-ce pas, doit également remplir les conditions prévues par l'alinéa 1, 2, ci-dessous, applicables aux candidats indépendants. Je traverse. En dernier paragraphe, il dit ceci. Une même personnalité ne peut apposer qu'une seule signature et pour un seul candidat. Une personnalité, dans le cas du RDPC, c'est le SG du parti, sera le comité central. Donc à partir du moment où il y a le parti reconnu comme tel, investi de manière claire un candidat,
Eh bien, dans ce cas-là, si un autre trafic ou produit l'aide d'investiture prétendue légitime aussi, Elecam n'a pas de question à se poser. D'accord. Elecam n'a pas de question à se poser. Dans le cas du Manidem, ils se fonde sur la pluralité. La pluralité de l'investiture. On arrive à parler du Manidem. C'est la prochaine question. Voilà, donc en fait, il faut voir... Laissons d'abord le prof s'exprimer également sur la question du RDPC. Oui, premièrement, j'ai quelques questionnements sur la pertinence de l'article 121, alinéa 2 que Célestin vient de lire. Hein, parce que cette disposition traite des candidatures indépendantes. Et donc, il s'agit des parrainages des candidats indépendants. Donc, ça veut dire que le conseil municipal de la commune de Douala 1er ne peut pas, après avoir donné son parrainage à Tim Chouin, le redonner aussi à Djamen. C'est de ça qu'il est question. Donc ça ne traite pas véritablement la question de l'investiture par les partis. C'est ma compréhension et je pense que jusqu'à preuve du contraire, c'est le sens qu'il faut donner à cet article relatif, 121. On dit, il s'agit des personnalités. Elles sont 12 145 sur l'ensemble du territoire. Et donc, parmi les 12 000, les candidats indépendants doivent recevoir 300 à raison de 30 par région. Et donc, ce sont ces personnalités-là. C'est de ces personnalités qu'il s'agit. Alors, je voudrais également préciser que la suspension n'est pas l'exclusion. Parce que lorsqu'on est suspendu, ça veut dire qu'on ne perd pas ses droits de militant. Ça veut dire qu'après la période de suspension, on est naturellement réhabilité. Alors, pour ce qui est de cette question de pluralité de candidature, bon, je voudrais dire que, restant dans ma logique, hein, vraiment, quand il y a une situation ambiguë, je dis, lorsqu'on est dans une théorie des droits fondamentaux, et n'oubliez pas qu'Elecam, de par son statut, a l'obligation de travailler en respect de la Constitution, n'est-ce pas, qui consacre les droits fondamentaux, mais aussi des lois et règlements de la République. Et donc, si la Constitution est déjà la première norme qui doit orienter l'activité d'Elecam, ça veut dire qu'Elecam ne peut pas perdre de vue la dimension droit de l'homiste, n'est-ce pas, du droit de candidater pour une élection présidentielle. Et dès lors qu'on est situé dans cette perspective-là, je dis, en cas de pluralité d'investiture ou de candidature, selon le cas, la solution n'est pas de rejeter. Parce que le rejet frustre les droits fondamentaux, n'est-ce pas, qui doit plutôt être promu. Dans une démocratie, on doit promouvoir les droits fondamentaux. On ne peut rejeter toutes les candidatures que lorsque la solution résulte de la loi. Parce que de par l'article 26 de notre Constitution, 26.10, la loi, entendue acte du Parlement promulgué par le chef de l'État, peut fixer des restrictions aux droits fondamentaux. Donc, si la situation correspond à une provision expresse de la loi, il n'y a pas d'autre choix à faire, la sanction serait le rejet. Mais une telle solution n'existe pas. Des collègues ont souvent avancé une disposition imaginaire, n'est-ce pas, un prétendu article 162, alinéa 4 du Code électoral, qui énoncerait qu'en cas de pluralité de candidature, la solution c'est le rejet. Mais j'ai eu d'autres occasions pour dire que cet article 162, alinéa 4, n'existe pas. Et l'article 162 dans le Code électoral traite de l'élection législative. Alors, cela dit, lorsqu'il y a pluralité de candidature, que cela soit le fait du candidat ou bien du parti, d'investiture, que cela soit le fait du candidat ou du parti, ma posture reste constante. La solution étant celle qui doit promouvoir le droit fondamental, je dis, Elecam, dans le cadre de ses interactions avec le MINAT, devrait prendre les données à ce niveau-là pour départager. Ce n'est pas son rôle normal. Cela n'intervient que lorsqu'il y a dissonance au sein d'un parti. Alors, en le faisant, par rapport au cas du RDPC, il va de soi que la solution découlerait d'elle-même. Parce que parmi les données que Elecam doit exploiter, c'est les statuts des partis qui sont disponibles dans leur version actualisée au niveau du MINAT. Si du moins les partis ont respecté les termes de l'article 5 de la loi sur les partis politiques, qui prévoit que MINAT a communication des textes fondamentaux du parti à la création, et puis ces textes-là, ou bien les données relatives aux partis, sont régulièrement actualisées au gré, soit de leurs instances, de leurs organes statutaires, le Congrès, ou alors au gré des décisions de justice intervenant, n'est-ce pas, entre-temps. Alors, si les données de l'ECAM, du MINAT, sont fausses, le recours va permettre de corriger. Donc, pour le cas du RDPC, vraiment, de mon point de vue, c'est la posture que l'ECAM devrait avoir devant tous les cas de pluralité d'investiture, en faisant un effort, n'est-ce pas, de déterminer entre les deux dossiers, celui qui paraît plus vraisemblable
par rapport à celui qui paraît faux. Et par rapport au cas du RDP, ça aurait abouti nécessairement à l'exclusion du compatriote Léon Télé Onana. Mais, compte tenu des griefs qu'il avance contre la candidature du président Paul Biya, les choses peuvent s'inverser devant le Conseil constitutionnel parce que, comme je le dis, les résolutions du Conseil électoral de l'ECAM n'ont en réalité que valeur de simple recommandation. Elles ne deviennent définitives que lorsqu'il n'y a pas remise en cause. Mais lorsqu'elles sont remises en cause, la balle est remise au centre. Et donc, une candidature acceptée peut encore être rejetée. Une candidature rejetée peut encore être établie. Et cette fois-là, de manière définitive. Okay. Donc, on peut seulement reprocher à l'ECAM de n'avoir pas utilisé la même méthodologie devant tous les cas, surtout que c'est l'ECAM qui a établi le tableau de candidature, qui nous présente, par exemple, que M. Léon Télé Onana est investi par le RDPC. Alors, si aujourd'hui on nous dit qu'il n'y avait pas de dossier d'acte de lettre d'investiture dans le dossier de Léon Télé Onana, où est-ce que l'ECAM a pris l'information pour lui attribuer l'investiture du RDPC? Vous voyez, c'est quand même une question que l'ECAM doit nous aider à comprendre. Sur quelle base est-ce qu'elle s'est fondée pour dire que Léon Télé Onana est investi par... D'accord, ça, Djamel, vous voulez réagir? Par le RDPC. Parce qu'en vérité, sur le cas Onana, bon, est-ce que Onana a produit une lettre d'investiture, par exemple, du comité central? Non. La réponse semble être non. Donc, pour moi, le débat est clos sur le cas du RDPC. Maintenant, ce que je reproche au professeur Tim Chouin et à bien d'autres comme à Bariono, c'est de faire ce mélange entre les grands principes fondamentaux et la loi. Bien sûr, il y a la Constitution et ses préambules, ses valeurs, je suis tout à fait d'accord. Il faut maintenir l'équilibre des valeurs républicaines. Mais en même temps, la loi définit le cadre des conditions d'éligibilité. Il peut s'avérer que les articles issus de la loi soient peut-être apparemment contraires à la Constitution. Ça veut dire que cette loi éventuellement mériterait peut-être clarification ou rectification. Mais cependant, une loi qui n'est pas claire, une loi qui n'est pas conforme à la Constitution, pour autant, ne doit-elle pas être appliquée. Une loi mauvaise est applicable, jusqu'à ce qu'il y ait abrogation ou rectification. Parce que quand vous évoquez, professeur Tim Chouin, les grands principes fondamentaux, là, vous recommettez les mêmes erreurs que dans les cas du mandat impératif est nul. Comprenez? Parce qu'à partir du moment où l'article 6 de la Constitution délègue le droit de faire la loi au code électoral, sans spécificité, il est clair que dans ce cas-là, et les CAM, en tout cas la loi et les députés, ont choisi, effectivement, de dire que les conditions d'éligibilité sont telles quelles. Maintenant, quand on fait référence aux lois internes, c'est-à-dire aux statuts de parti, mais en vérité, les statuts de parti, qu'est-ce que les CAM a fouillé dans les statuts des partis politiques? Je veux dire que, soit vous nous convainquez que, et les CAM, dans ce cas-là, compétences liées, demander l'avis contraignante ou non contraignante au MINAT, ok, il commettrait une faute de ne pas se référer au MINAT pour savoir effectivement en cas de candidature polémique. Dans le cas du RDPC, il n'y a pas de candidature polémique. Dans le cas du Malidem, ça l'est. Puisque dans ce cas d'espèce, M. Dieudonné Yabga prétend qu'il est le président véritable du Malidem, Anissé prétend, par un acte 2018, acté au MINAT qu'il en est le président, et donc, on devrait au moins mettre en place un dispositif d'audition des deux candidats. Parce qu'en vérité, on concourt à quoi? À la paix civile et politique. On ne peut pas comme ça, en une semaine, prendre des décisions, alors on sait très bien qu'il y a des problèmes, des polémiques au sein d'un parti politique, notamment le bicéphalisme dont évoquait tout à l'heure Basile. Vous direz rapidement un mot et puis il faut que Basile également... C'est ça. Ma question c'est, Célestin, est-ce que l'article 121 que vous avez cité traite de l'investiture par les partis? L'article 121 est relatif au parrainage des candidats indépendants. On ne pouvait pas le préciser. C'est de ça qu'il est question. C'est une portée générale. Hein? Non. C'est une portée générale. Vous pouvez pas le dire. L'alinéa 2 parle en général. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas investis par un parti représentant... L'objet de l'alinéa 2, c'est les candidatures indépendantes. C'est quoi le chapitre qui précède? Voilà. Voici l'article 121. Les candidats peuvent être soit investis par un parti politique, soit indépendants, à condition d'être présenté comme candidat à l'élection du président de la République, ainsi de suite. C'est le 2 qui est intéressant. Alinéa 2, le candidat investi par un parti politique non représenté à l'Assemblée nationale, au Sénat, dans un conseil régional, dans un conseil municipal, doit également remplir les conditions prévues à l'article 1.2, ci-dessus, appliquées aux candidats indépendants. Voilà. Je continue. Les dites personnalités. Lesquelles donc? Celles qui doivent parrainer les candidats indépendants.
Oui, mais c'est de ça qu'il est question. Vraiment, il ne faut pas donner à la loi une explication qui frustre les droits fondamentaux. Il ne faut pas sortir de la lettre de la loi. Imaginez que moi, j'appartienne à 2 partis politiques. Comment c'est pas possible? Oui, mais il y a des gens qui se font de l'aide d'investiture. Mais matériellement, c'est pas possible, Célestin. C'est pas possible. Il y a des gens qui n'ont pas démissionné. Ce n'est pas possible d'appartenir à 2 partis. Sur le plan juridique, il y a des gens qui, n'ayant pas démissionné de leur parti, effectivement, sur le plan juridique, sont considérés comme appartenant à leur ancien parti. Non, c'est pas possible. Il y a des mécanismes juridiques. C'est possible. L'acte de démission. Monsieur Dipita, permettez. L'acte de démission est prévu par les instances du parti. Il y a des mécanismes juridiques consacrés qui permettent de trouver la solution devant chaque hypothèse où il y a un conflit. Je dis en matière de droit. Chaque fois que la loi impose un statut unique, c'est-à-dire où, à contrario, lorsque la loi interdit un double statut, en cas d'équivoque, le critère de choix, c'est la dernière volonté. J'ai eu le temps à l'expliquer. Prenez le cas du testament. On ne peut pas avoir, un individu ne peut pas avoir 2 testaments pour le même objet. S'il s'agit de léguer cette bouteille, je voulais léguer hier. Aujourd'hui, je le lègue à Célestin. C'est le legs fait à Célestin qui prime. Ça veut dire que je n'ai pas besoin de déchirer le précédent testament. Ok? Ça veut dire que quand je rédige un nouveau testament, ça a un effet abrogatif sur le précédent et constitutif pour le nouveau. Il en est de même en matière de mandat, il en est de même en matière de double nationalité. L'article 31 vous dit l'acceptation de la nationalité étrangère a pour effet de vous priver automatiquement de la nationalité camerounaise. L'article 73 du Code électoral, qui interdit la double inscription sur les listes électorales, au moment de faire le tri, est-ce que les Cam vient vous demander quelle est l'inscription que vous préférez? L'article 73, vous pouvez le lire. Faites le choix d'autorité pour vous. Oui, en ce sens que... S'il n'y a pas toilettage, il peut voter dans les deux bureaux de vote. Hein. Bon, mais... c'est déjà arrivé d'ailleurs. Mais le toilettage s'impose à l'Élecam. Électorale, il va voter à Dibombari, il vote à C'est un dysfonctionnement, parce que le toilettage s'impose... Le toilettage s'impose à l'Élecam, et l'Élecam doit se battre pour qu'il n'y ait pas de doublon. Alors, pour établir l'inscription qu'on maintient, c'est la dernière inscription en date. La même règle vaut en cas. L'hypothèse de l'appartenance à plusieurs partis ne peut être imaginable que lorsque l'individu met les 2 partis au même moment sur la même table pour demander les adhésions. Parce que, d'après la technique que je suis en train de vous expliquer, l'acceptation de l'adhésion à un nouveau parti a pour effet Comment peut-on imaginer que pour une élection présidentielle uninominale, qui est 2 lettres d'investiture, vous allez contraindre l'Élecam à faire un travail qu'il n'a pas à faire? Voilà, justement, l'Élecam n'a pas besoin... Il n'a pas besoin de rentrer dans les détails un examen approfondi. Interne au parti. Vous comprenez? Exactement. Il n'a pas besoin de faire un examen approfondi, mais au moins, dans le cadre de sa collaboration à venir, il peut dire, en l'état actuel, qui est le président, par exemple, du Manidem. Voilà. Est-ce qu'il a tenu? Sinon, il n'exerce pas ses attributions. Au nom de quoi l'Élecam peut se prévoir d'avoir exercé ses attributions si il ne peut pas déterminer entre 2 candidatures? C'est sa mission. D'accord. Et pour le faire, on va avancer. Il doit pouvoir solliciter, ne serait-ce que des données qui peuvent être fausses. Parce que l'Élecam peut lui communiquer des informations qui sont fausses. Au moins, ça lui permet de retenir une candidature plutôt que de rejeter. Parce que c'est le rejet qui est contraire à la théorie des droits fondamentaux. On va avancer avec l'autre question. Vous avez peut-être un peu anticipé. Pourquoi la double investiture du Manidem a-t-elle conduit à un rejet? Et que dit le système électoral actuel de cela? Basile, que vous inspire ce... j'ai failli dire cette actualité-là. Oui. Écoutez, vous buvez du petit lait. Lorsque j'ai écouté le professeur Chinchuan... On est passé sur Manidem. Hein. Oui. Lorsque je l'ai écouté, ça m'a rappelé, n'est-ce pas, sa théorie sur le mandat impératif nul et le mandat représentatif qu'il a défendu bec et ongle dans certaines chaînes de télévision. Mais sauf que celui pour qui il défendait cela ne lui a pas donné raison, puisqu'il n'est pas allé sur ce point-là. Il a compris donc que c'était impossible de faire acte de candidature avec le MRC. Et il a estimé qu'il était plus prudent pour lui d'aller vers le Manidem. Mais est-ce que la prudence... Je pense que c'est le même schéma que reproduit le professeur Tim Chuen. Et j'ai peur que le Conseil constitutionnel ne donne pas raison. Parce que s'il faut s'appuyer exactement sur ce qu'il dit, il est peu probable que le Conseil constitutionnel valide ou j'espère que le Conseil constitutionnel ne va pas confirme la décision. Donc j'espère qu'il ne va pas, vous n'aurez pas tort sur ce point-là. Mais moi, ce que je retiens de cette actualité, c'est qu'effectivement, on ne peut pas appartenir à 2 partis politiques. C'est l'article 3
alinéa 2. Nul ne peut appartenir à deux partis politiques. Voilà. Et donc, ça fait appel au mécanisme que j'expliquais. Cela voudrait dire que vous ne pouvez pas être membre de deux partis au même moment. C'est clair. Bon, maintenant, nous avons souvent vu, lorsque quelqu'un démissionne d'un parti politique, il publie au moins, même s'il ne fait pas acte par acte notarié, mais il publie au moins dans les réseaux sociaux pour que la population en prenne acte. Mais sauf que celui qui est évoqué ici ne l'a pas fait pour autant. Et n'oublions pas aussi que il est dans la posture d'un président national d'un parti politique. Donc sa démission entraîne inexorablement. Qui a démissionné? Je parle du professeur Maurice Kamto, qui a démissionné du MRC. Oui, effectivement, il a démissionné. Donc ça entraîne de manière inéluctable, n'est-ce pas, un vide au niveau de la tête de ce parti politique qui renvoie, n'est-ce pas, à l'article 5, alinéa 2, forcément. Qui dit que tout changement ou toute modification dans ces éléments, ainsi que les pierres et comptables, doit être communiqué, n'est-ce pas, au gouverneur territorialement compétent. Donc ça veut dire que ça crée un vide. Ça crée un vide. Vous pouvez trouver les éléments. Ça crée un vide, n'est-ce pas, à la tête du bureau exécutif de ce parti-là. Donc il faudrait, n'est-ce pas, que ça soit... non, mais le fait de Mamadou Mouta a été investi, hein. Non, mais sauf qu'il y a un mécanisme. Sauf qu'il y a un mécanisme, il y a un mécanisme qui permet, il y a une procédure qui permet, n'est-ce pas, à prendre acte de la démission du président d'un parti politique. C'est ça, puisque vous n'avez pas omis de mentionner qu'il a été investi par le MRC en 2024 pour candidater à l'élection présidentielle. 2023. En 2023, autant pour candidater comme candidat à l'élection présidentielle. Donc, lorsqu'il démissionne du MRC, il aurait fallu, n'est-ce pas, qu'il notifie cela aux autorités compétentes pour qu'on prenne acte, n'est-ce pas, de sa démission, ce qui n'a pas été fait. C'est là où la problématique revient sur la table, notamment sur la question de son investiture. Mais et surtout, il aurait fallu qu'il démissionnât avant la convocation du corps électoral. Le président Biya convoque le corps, je crois, le 11 juillet. Le professeur Kamto prétend avoir démissionné le 25 juin. Anissé Kane, le 17 juillet, dit qu'il va démissionner. Il va démissionner. Déjà, une antinomie dans les deux termes. Donc, qui dit vrai, qui dit faux. Ce qui est sûr, c'est que, est-ce qu'on a la production de cette lettre de démission, qu'elle soit antidatée ou pas, du 25 juin? Il dit qu'il a adhéré le 27 juin. Il a posé l'acte de départ du MRC le 25 juin. Il entre au Manidem le 27 juin. Ce n'est pas avéré. D'accord. Donc, dans ce cas-là, s'il n'a pas notifié au gouverneur avant la convocation du corps électoral, ils peuvent effectivement s'en servir comme argument au Conseil constitutionnel pour confirmer la décision du... Professeur Tim Chouin. Oui, vraiment, nous sommes ici aussi pour éduquer nos compatriotes. Hein. Bien sûr. Je crois que si Basile pouvait nous aider à bien lire l'article 5 qu'il invoque là, je crois qu'on comprendrait les éléments dont la communication est exigée du gouverneur. Vous allez lire. Je crois qu'il faut, si vous avez le texte, il faut le lire. Bon. Quels sont les éléments qu'il faut communiquer au gouverneur? Bon, je n'ai pas tous ces éléments-là, le temps pour moi de fouiller avant. Alors, donc vraiment, il ne faut pas avoir une lecture biaisée des textes. Quand vous lisez la loi sur les partis politiques, on vous cite les éléments dont la modification doit être communiquée à l'administration territoriale, n'est-ce pas, au MINAT, à travers les gouverneurs. Il s'agit de la dénomination du parti, des sigles, et ainsi de suite. L'exemple le plus illustratif en date, c'est le cas du RAP, qui devient FCC. Et la communication se fait à la diligence de qui? C'est le parti. C'est le parti qui a intérêt à faire tenir au MINAT les données actualisées sur son identité, afin d'éviter justement, que du fait de son ignorance, l'administration puisse porter atteinte à ses intérêts en continuant, n'est-ce pas, d'agir dans une certaine modalité qui n'aide pas le parti. Dans le cas, par exemple, de la transformation du RAP au FCC, il y a par exemple l'aide qui est accordée au parti, par exemple. Je prends un exemple quelconque. Imaginez que le MINAT n'est pas informé du changement de dénomination et établit le chèque pour le compte du RAP, alors que le RAP, entre-temps, est passé FCC. Le FCC ne touchera jamais ce chèque. Donc, celui qui a intérêt à faire cette diligence, c'est le parti. Et donc, il n'y a pas de délai à cet égard. Il faut expliquer, il faut comprendre les textes et dans leur esprit. Autre chose, s'il vous plaît. Avant peut-être d'aller à autre chose, il veut rebondir sur cette question. Je vais rebondir sur ce... Parce que vous me demandez de lire cet article. Voilà. L'article 5, alinéa 2 de la loi portant régissant les partis. des présidents des partis politiques dispose que tout changement
ou toute modification dans ces éléments. Quels éléments? Ainsi que les pièces, le contenant doit être communiqué au gouverneur. Les éléments, c'est les éléments de la qui démission. m'intéressent. C'est la démission. Non, Il s'agit de la démission. C'est la lettre de démission. Lisez ce qui précède. Non, c'est la lettre de démission, puisque vous racontez n'importe quoi. Je vous dis qu'il n'y a pas la démission là-dedans. Lisez ce qui précède. Ici, monsieur le député, qui lit ce qui précède. Les éléments sont listés dans la loi. Pourquoi il ne peut pas le lire? Ici, on a dit, oui, je vais y arriver. Ici, on a dit doit être communiqué au gouverneur. On n'a pas dit qui doit communiquer. Mais puisque le candidat qui a intérêt à ce que la procédure avance plus vite, il doit, n'est-ce pas, se charger, n'est-ce pas, de le faire. Parce que si son parti ne le fait pas, ben, il est frappé. Malheureusement, il est frappé. Vous avez les éléments. Comme dans ce cas, vous allez les retrouver. C'est le candidat qui doit, n'est-ce pas, acter cette démission, qui doit acter, n'est-ce pas, cette correspondance à monsieur le gouverneur pour que ça prenne rapidement effet. C'est la raison pour laquelle, lorsque vous regardez dans le site du MINAT, effectivement, jusqu'à date, il s'agit, n'est-ce pas, du président Maurice Kamte, j'ai retrouvé la loi, qui est le président, n'est-ce pas, du MRC. On écoute la loi. Tout simplement parce que le MINAT n'a pas été notifié de la démission à temps. Basile, on écoute la loi. Vraiment, je dis, il faut informer les Camerounais. Allons-y sur la loi. Les éléments sont là. L'article 5 dit, le dossier à déposer, ça c'est la création, hein. Ça veut dire que c'est le dossier original avec des éléments, et c'est la variation dans ces éléments qui amène à communiquer au MINAT. Alors, le dossier, alinéa 1, le dossier comprend la demande timbrée indiquant les noms, adresses ainsi que l'identité complète, la profession, domicile de ceux qui sont chargés de la direction et ou de l'administration du parti. 2. Le bulletin numéro 3 du casier judiciaire des dirigeants. Le procès verbal de l'Assemblée constitutive en triple exemplaire, les statuts en triple exemplaire, l'engagement écrit avec signature légalisée de respecter les principes énumérés à l'article 9 ci-dessus, le mémorandum sur le projet, l'identification du siège. Et l'alinéa 2, tout changement ou toute modification dans ces éléments. Qui doit les notifier? J'ai dit, vous voyez que dans les éléments, on n'a pas parlé de démission. OK? Il faut être sérieux. Et je dis, la diligence, l'esprit de la loi, il faut comprendre que... Et pourquoi comme toi démissionner alors? Non, ça c'est autre chose. Je reviens. On y arrive. Non, je vous reviens. Donc, vous comprenez bien que ces éléments, il n'y a pas la démission à l'intérieur. Et deuxièmement, les diligences sont faites par les partis. Et je vous ai dit, l'esprit de la loi, c'est d'éviter aux partis que l'administration se trompe sur une information qui a évolué entre-temps et qui lui cause préjudice. Dans le cas, par exemple, de la démission, je comprends que le MRC a intérêt à faire savoir au MINAT que la tête du parti a changé. Parce que, interagissant jusque-là avec le professeur Kamto, il est normal. Mais quand on parle de démission, la démission est un acte potestatif. Ça veut dire que... Non, écoutez, c'est les notions de droit. Hein. La démission est un acte potestatif. Ça veut dire que, une fois en droit associatif, on ne peut pas être contraint d'adhérer à une association, on ne peut pas être contraint d'y demeurer. Ça veut dire que c'est l'expression de la pure volonté. Au niveau de l'adhésion, il y a quand même l'obligation de respecter les statuts. Parce que quand vous venez dans un parti, il y a déjà la loi élaborée par les créateurs. Vous devez vous conformer aux dispositions statutaires sur les modalités qui vous permettent de devenir membre. Mais quand il s'agit de démission, la nature de la démission n'a jamais changé. Une fois que vous avez manifesté l'intention de ne plus appartenir au parti, vous l'avez quitté. Et s'il y a d'autres diligences à faire, résultant de la loi ou bien des statuts, ces diligences-là ne peuvent être sanctionnées qu'au plan civil ou pénal. Mais cela ne diffère pas votre retrait du parti. Votre retrait se manifeste au moment où vous avez dit « je ne suis plus là ». Et dans le cas de l'article 5, c'est le parti, je dis bien qu'il a intérêt à le faire pour mener ses intérêts. Il a parlé du mandat impératif nul. Je vais vous dire simplement, dans mes exposés, je vous ai dit le professeur Kamto avait 3 options. Il pouvait se présenter comme candidat indépendant. Est-ce que cela lui était interdit? Il pouvait se présenter sous la bannière d'un parti en les élus. Vous avez soutenu que le MRC avait des élus. Bien sûr. Et vous recommencez. Bon, c'est un vieux débat, Non, mais attends, c'est ce qu'il a dit. Mais monsieur Dipita, à l'heure où nous parlons, monsieur Dipita, à l'heure où nous parlons, Célestin, vous n'avez pas écouté. Monsieur Célestin, à l'heure où nous parlons, Validem. La commune de Pitoa a des conseils municipaux, a des maires ACC, parti qui a été créé le 8 juillet dernier. Par quel mécanisme? Monsieur Dipita, vous ignorez cette actualité? Attendez. Est-ce que vous l'ignorez? Finalement, vous recommencez les mêmes errements que vous avez fait pendant permettez-moi le débat sur le mandat impératif nul. Je dis, le professeur Kamto avait 3 options. Il pouvait se présenter comme candidat indépendant. Il pouvait être présenté par le MRC. Il pouvait être présenté par un parti des élus. Toutes
toutes les options lui étaient ouvertes. Au moment de décider, il faut choisir l'option qui, sur le plan politique, apparaît plus stratégique. Se présentant comme candidat indépendant, il limite la sphère d'influence à lui-même. OK? Se présentant sous la bannière du MRC, il élargit un peu son champ pour rester dans un terrain déjà conquis. Élargissant au niveau de l'APC, il élargit encore un peu plus en étendant aux autres partis membres de la coalition APC. L'option d'être investi par un parti extérieur à ce cercle-là lui permet de ratisser plus large. On n'est pas président de la République par ses militants ou ses sympathisants. On est président de la République par les Camerounais. Et donc, je dis, si moi, je devais décider à la place du professeur Kamto, défenseur du mandat impératif nul, j'aurais opté pour la même solution. N'oubliez pas que le Manidem, en optant pour le Manidem, le professeur Kamto a résolu pas mal de problèmes. Hein. Il a résolu le problème du tribalisme qui était souvent attribué au MRC. Parce qu'aujourd'hui, on a à la tête du MRC un compatriote du Nord, on a un candidat qui est de l'Ouest et qui est porté par un parti de la côte. Il n'y a pas meilleur moyen de combattre le tribalisme et de procéder. Et je dis, par rapport à l'objectif de la présidentielle, il n'y a pas d'autre option sur le plan stratégique. Moi-même, j'aurais opté pour la même chose parce qu'elle me donne une possibilité d'élection. Vous voyez, c'est tout. Le professeur Timcho, avec tout le respect qu'on lui doit, continue de nous embrouiller. Il y a eu un déploiement intellectuel de démonstration que l'article 15 alinéa 3 donnait parfaitement le droit au MRC d'être investi par ce parti. Il n'a pas varié. Il a cité 3 options. Alors, pourquoi votre champion Kamto n'a-t-il pas écouté vos suggestions? Mais l'objectif, c'est d'être président de la République. Parce qu'il a bien compris, justement, parce qu'il a compris que le meilleur moyen pour lui, le moyen le plus pertinent pour lui, c'était d'éviter le gouffre dans lequel vous le poussiez. Il a donc choisi la solution la plus pertinente, enfin, la pertinente question. Au plan politique, non, stratégique. Non, pas politique, juridique. Il ne peut pas avoir des élus par césarienne. Je répète encore une fois ici, c'est la voie naturelle. Dans une démocratie représentative, bon, moi, j'ai une question. On va, s'il te plaît, Judipita, on va aux élections. Donc il a voulu biaiser. Je rappelle que le même professeur Kamto dit en 2019 qu'il est conscient que le fait même de ne pas prendre part aux élections l'empêche d'être candidat aux élections présidentielles 2025. Bon, ça, il a dit. Regardez. Au jour, il non, ça ne veut rien dire. Au jour, il a dit. La loi n'a pas changé. Ma question. Oui. Quel est le mécanisme qui acte les élus? Le mécanisme qui acte des élus, c'est le PV de dépouillement. Je prends un exemple très simple. Dans le cas de scrutin législatif et municipal, nous sommes dans le cadre des scrutins de liste. À la fin, écoutez bien, dans les bureaux de vote, qu'est-ce qu'on dit? Le groupe SDF, le groupe APA, le groupe RDPC, il y a une liste. Et l'appréciation de cette représentativité se juge au jour du dépôt. C'est compris. Et pas après. Je termine en disant ceci. Regardez le spectacle affligeant que M. Tchapi nous a livré. Il faut s'en prendre. C'est bon, c'est compris. Vous rendez compte? Oui, il était venu pour donner... Quel est le document qui établit qu'un sénateur nommé est de tel ou tel parti? Non, mais attendez. Je n'ai pas dit. C'est vous qui utilisez l'expression avoir des élus. Parce que... Mais le sénateur permet de représenter un parti, non? Quel est l'acte qui montre qu'un sénateur nommé... L'UPC était la loi dit représenter au Sénat. Représenter au Sénat. Vous avez dit que... Est-ce que l'UPC est représenté? L'UPC est représenté au Sénat? Ils ont un sénateur. Quel est l'acte qui permet de... Mais il est sénateur, représenté au Sénat. Il est de quel parti? De l'UPC, bien sûr. Vous avez déjà vu les décrets de nomination? Le président a la prérogative de nommer 30 sénateurs. Le seul moyen de déterminer l'affiliation d'un sénateur nommé, c'est de le questionner lui-même. Vous voulez dire qu'il n'est pas au Sénat? Vous pouvez me montrer un décret qui dit que M. Chagé, par exemple, est du RDPC. Le président l'a nommé aussi. Ou bien que monsieur le grand de l'UNDP ici. C'est une fiction? Ça veut dire qu'il est de l'UNDP. Une question. J'ai eu le temps de regarder les décrets. Aucune mention d'un parti dans les actes nommants. Une question. Célestin. Il est nommé ou élu? Célestin. Il est sénateur ou pas? Qu'est-ce qui permet de dire qu'il est de l'UNDP? Il est de l'UNDP, évidemment. Mais vous le prouvez comment? Attendez. Célestin. Mais vous le prouvez comment? Non, Célestin, il est secrétaire général de l'UNDP. Vous le prouvez, vous prouvez qu'il est sénateur du l'UNDP. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai une question. J'ai une question simple. Prof. Oui. À ce jour, y a-t-il des députés FCC à l'Assemblée nationale? Mais bien sûr. Est-ce que quand le président Cavaille s'assoit sur le perchoir là,
quand le président Kavaye s'assoit au perchoir, est-ce qu'il a en face de lui les députés du RDPC, du SDF, du PCRN, du FCC? Bon, au plan constitutionnel, les députés représentent l'ensemble de la nation. Oui. Et l'interdiction du mandat impératif... Ça n'empêche pas qu'il y ait des groupes parlementaires, RDPC, groupes parlementaires, tel ou Bien tel sûr, autre. bien sûr. Voilà. Mais la liberté dont jouit le député, du fait de l'interdiction du mandat impératif, ou alors du fait de la consécration du mandat impératif nul, qui équivaut encore à la consécration du mandat représentatif, mais laisse au député le loisir de décider en son âme et conscience, sans nécessairement se sentir lié par la discipline du parti. On est d'accord au moins? Oui, bien sûr. Bon, et donc, je continue. Comprenez que l'article 15 n'est pas une création camerounaise. Les termes sont identiques à l'article 80 de la Constitution béninoise, à l'article 66 de la Constitution ivoirienne, à l'article 27 de la Constitution française. OK? Lorsqu'il y a une similitude d'énonciation, on peut se servir du droit comparé. Le jour de sa création, la République en marche a des députés à l'Assemblée nationale, des élus locaux. Par quel mécanisme? L'interdiction du mandat impératif. En Côte d'Ivoire, le PPAC est créé en novembre. J'étais agent des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Créé en novembre, les élections législatives ont eu lieu sous mes yeux, en mars. Le PPAC, les députés, le FPI ayant été accaparé par M. Afin Guessan, les supporters de Gbagbo se présentent dans une coalition EDS-PDCI. Après la création du PDCI, la coalition EDS-PDCI éclate, les députés du PDCI rentrent au PDCI, les députés de l'EDS rejoignent le PPACI. Aujourd'hui, le PPACI est la deuxième, à 18 députés. Je dis à l'heure où nous parlons, la commune de Pitoa est colorée ACC, parti créé le 8 juillet dernier. Je n'ai pas renoncé à la théorie du mandat impératif, parce que ce n'est pas ma création. C'est un fait. Et je dis, vous avez le rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Je dis, l'Assemblée parlementaire de la francophonie, qui est actuellement présidée par M. Hilarion Eton, vice-président de l'Assemblée nationale du Cameroun. Il y a le rapport de l'Assemblée parlementaire de la francophonie sur l'application, sur le sens et les implications du nomadisme politique post-électoral dans le cadre de 23 entités étatiques ayant consacré le mandat représentatif comme le Cameroun. Ce rapport, chacun peut le lire. Des groupes parlementaires. Quand un groupe parlementaire entre à l'Assemblée, mais le droit, c'est le droit positif. D'accord, Basile. Oui. Je voudrais répondre sur la question parce qu'elle semble être d'actualité, elle est très pertinente au regard, n'est-ce pas, des analyses des uns et des autres. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'un candidat porte le statut d'élu sur la base d'un PV. Exactement. Aussi simple que ça. Si on va sur cette base-là... Le sénateur élu? Si on va sur cette base... Le sénateur nommé? Non, c'est un autre cas. Moi, je parle du cas d'une élection. Une seconde. Je vais y arriver. Le sénateur nommé est acté sénateur au moment de l'ouverture de la première session. Tout à fait. Voilà. Oui. Donc, dans ce cadre-là, donc, c'est le PV qui détermine, n'est-ce pas, l'élection, l'élu. Le statut de l'élu, qui donne à l'élu son statut. Si vous avez et par ailleurs, si vous avez l'article 15 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, vous pouvez le chercher. L'article 15 qui parle de la session de plein droit pour la validation des mandats des députés à l'Assemblée nationale parle des candidats déclarés élus et jamais des partis. Ça, c'est le droit positif camerounais. Je cite les textes. Chacun peut le vérifier chez lui. Je dis bien, lisez l'article 15 qui a valeur de loi. Non. Ouais, prof. Qu'un règlement intérieur peut pas avoir de valeur de loi. Qu'un règlement intérieur a valeur de loi. C'est pas un mode de fonctionnement interne d'une organisation. C'est un fonctionnement interne d'une organisation. Ça n'a pas valeur de loi. Dans la hiérarchie non mais juridique, vous savez où le statut doit-il se prononcer sur la constitutionnalité du règlement. Je voudrais continuer en disant que... Pendant le débat sur le mandat impératif est nul. Vous nous avez beaucoup perdu. La décence aurait voulu que vous présentiez vos excuses une petite question. au peuple camerounais. Une petite question. Pour avoir poussé Non, une petite question. Politique. J'ai dit, si je devais choisir à la place du professeur Kamto, j'opterais pour mon investiture par un parti tiers qui me permet de mieux atteindre l'objectif d'accès à la présidence. Et je dis, monsieur Diputa, je vais énoncer un principe juridique. Monsieur Diamé ne peut pas me contester. On ne peut donner plus de droits qu'on en a. Qui est le dépositaire de la souveraineté nationale? Est-ce que c'est le parti ou bien le peuple? Non, c'est le peuple. L'élu est élu par qui? Par ses militants, par ses camarades? On est d'accord. Donc, Nemo date
Nemo date comme non. Si je veux parler comme mes collègues qui donnent l'impression des églises de réveil, d'être mus par le Saint-Esprit pour citer tout le temps le latin, même quand ils en fument les gens. Nemo date comme non habet. Un parti ne peut pas détenir un mandat qu'il n'a pas donné. Le rôle de l'ECAM dans ce processus... Et l'article 2 de la Constitution est clair là-dessus. C'est le peuple. Le rôle de l'ECAM a-t-il été neutre et conforme à la Constitution? Peut-on être serein pour voir le Conseil constitutionnel jouer un rôle neutre? On ne peut pas exclure la politisation d'un organe comme l'ECAM. Parce que ce qui est vrai pour l'ECAM, l'est également peut-être pour le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Parce qu'en vérité, nous sommes dans un pays où la séparation des pouvoirs n'est pas vraiment aboutie. Néanmoins, au regard de la loi, moi je considère que sur les cas qu'on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de la pluralité de l'investiture, et les cas, me semble-t-il, sur cette question précise, a juste appliqué la loi et le bon sens. Je n'ai pas dit le bon sens parce que le bon sens est souvent le contraire de la loi. Mais en vérité, on ne peut pas, appartenant au même parti, avoir deux lettres d'investiture. Alors maintenant, ma préoccupation personnelle, pardon de me répéter, c'est de savoir si l'ECAM doit, pas peu, doit tenir informé le MINAT ou requérir des informations utiles au MINAT pour savoir de qui il tiendra en termes de lettres d'investiture. Le cas du Manidem, si c'est M. Yebga qui était donné par le MINAT comme le président véritable du Manidem, évidemment, l'ECAM serait tenu, n'est-ce pas, de rejeter la candidature du Manidem tendance Anissé Kané et d'accepter celui de Yebga Dieudonné. Bon, maintenant, apparemment, ils n'ont pas pris cette préoccupation-là parce qu'ils n'ont pas la compétence liée. Ils sont indépendants en principe. Donc ils n'ont pas cru bon de saisir le MINAT pour savoir effectivement. Ils peuvent le faire, hein, mais ils n'ont pas cru bon de le faire. Une observation sur la neutralité éventuelle de l'ECAM, une anticipation sur la neutralité éventuelle du Conseil constitutionnel. Bon, comme je vous l'ai dit, au regard de la modalité par laquelle l'ECAM a traité les cas de pluralité d'investiture, on ne peut pas dire que l'ECAM a été neutre parce que à égalité de situation, le traitement devrait être le même. Et je dis, même si la loi ne fait pas une obligation ferme à l'ECAM d'entrer dans les partis, je crois que dans le cadre de l'accomplissement de sa mission, l'ECAM peut solliciter des informations sommaires au MINAT. Et je dis, dans le cas du Manidem, même si on avait déclaré le professeur Kamto, on avait retenu le cas de M. Dieudonné Yebga en rejetant celle de M. Kamto. Pour moi, cela rentre dans la logique que je défends. Dans le cadre des droits fondamentaux, on doit adopter la solution qui permet, plutôt que de rejeter. On peut retenir un candidat. Si c'est fondé sur des informations faussées, le contentieux devant le Conseil électoral permettra de corriger. Donc, le traitement différencié, vous voyez, des cas de pluralité de candidature, nous intrigue quand même. Parce que comme je l'ai déjà dit, l'ECAM ne peut pas nous dire que Léon Télé Onana est investi par le RDPC dans le tableau que nous avons vu, et après nous dire que Léon Télé Onana n'a pas de lettre d'investiture. Ma question demeure, sur quelle base l'ECAM s'est fondé pour faire voir aux Camerounais que Léon Télé Onana a été investi par le RDPC? Neutralité. C'est de ça qu'il est question. Et maintenant pour le Conseil constitutionnel, bon, je crois que c'est une instance juridictionnelle qui a l'avantage d'examiner les recours dans le cadre d'un débat contradictoire. Et donc le choc des prétentions, des arguments et des pièces, n'est-ce pas, permettra à la vérité de jaillir. Et puis, travaillant dans les conditions de publicité, avec justement l'accompagnement des médias, nous pensons, sur la base d'un principe anglo-saxon selon lequel la justice ne doit pas seulement être vue comme, n'est-ce pas, ne doit pas seulement être rendue, mais elle doit être véritablement vue comme justice must not only be done, but should be seen. J'oublie un peu la maxime, n'est-ce pas? C'est la common law. Parce que la publicité des débats contribue également à façonner, n'est-ce pas, la qualité de la justice. Et je pense que le Conseil constitutionnel a des moyens de se montrer plus impartial. Mais pour sortir de la démission, je crois que l'un des grands transhumants politiques de notre pays, n'est-ce pas, c'est bien Sam Sévérin Ango. Je ne crois pas qu'on ait déjà un jour vu, n'est-ce pas, une lettre de démission de Sam Sévérin Ango. Donc il suffit de poser un acte incompatible avec son appartenance antérieure pour déduire que l'individu a démissionné. La démission peut être un candidat à rien. Merci. Sur la neutralité de l'ECAM. Basé. Mais c'est un homme politique. Sur la neutralité de l'ECAM. Oui, il faut dire que l'ECAM s'appuie sur le code électoral. D'accord? Notamment l'article 122, alinéa 2, lors des dépôts de candidature. Sauf que la difficulté ici, c'est de rejeter de manière systématique les candidatures au dépôt.
Parce que si on rejette de manière systématique au dépôt, ça veut dire lorsque vous venez, on regarde l'article 122, si on constate qu'il y a des éléments exigibles qui ne sont pas dans ton dossier de candidature, c'est rejeté. Je pense que ça aurait résolu un certain nombre de problèmes. Mais je comprends un peu la difficulté de l'ELCAM. Parce que, effectivement, comme le disait un candidat qui a été recalé, que quelqu'un est venu sur la bannière de son parti politique et il a écrit, puisque l'ELCAM retient le parti politique sur la base de la lettre, de la correspondance que tu adresses. Ça veut dire que je peux dire, j'écris au nom de APA, et l'ELCAM voit APA, il dit, ok, c'est un candidat d'APA. Et on met ça sur le tableau, d'office sur le tableau. Avant maintenant que la commission de vérification des dossiers siège, on établit un tableau avec les différents... S'il y a un deuxième candidat de la part, bon, ce qui ne risque pas d'arriver, bien sûr, tout à fait. Évidemment, ils seront dans l'embarras. Tout à fait, c'est là la difficulté. C'est ça la difficulté, en fait. Et maintenant, sur cette base-là, donc s'il y a plusieurs candidats, on va nettoyer, les différentes candidatures sur la base de l'article 122. On va regarder les pièces exigibles et effectivement, on va mettre de côté. Mais sauf que, dans le cas de l'UPC et du Manidem, puisque c'est de ça qu'il est question, on a 3 tendances au niveau de l'UPC. Ça veut dire qu'on a 3 lettres d'investiture. On a 2 tendances au niveau du Manidem. On a 2 lettres d'investiture. Donc, ça devient difficile. Oh, elle est comme qui n'a pas la compétence d'entrer dans le fond. Il laisse donc cette compétence au Conseil constitutionnel, en rejetant bien évidemment. Oui. Là, les partis ont, n'est-ce pas, la possibilité de saisir le Conseil constitutionnel pour soit se faire entendre raison, ou alors entendre alors, avant de prendre les messages, dans le fond, je veux dire, au-delà du juridisme, au-delà de la pertinence, du respect des lois et autres, est-ce que la candidature, par exemple, du prof Kamto n'est pas pour affaiblir la dynamique électorale qui aurait pu se faire observer? Non pas que les 12 autres candidats ou les 13 candidats. Oui, allez-y. Oui, moi, je pense que sur le fond, pour les raisons non juridiques, député, tu as raison, parce qu'en vérité, ce n'est jamais bien d'exclure un candidat pour des raisons peut-être politiciennes, sur les arguments non juridiques. Mais, là, toujours sur le plan non juridique, il faut comprendre la genèse de cette affaire. Je l'ai dénoncé le premier et le seul en 2020, pour dire que la décision qu'il a prise de boycotter les élections était fatale. On y est, puisqu'il est contraint de manière vraiment rocambolesque de quitter son parti. Quand on dit M. Kamto, ex-président du MRC, ça sonne d'ailleurs même très mal. Mais il y a été contraint, notamment par les explications un peu erronées de certains professeurs, avec tout le respect que j'ai pour vous. Et c'est pour dire qu'aujourd'hui, si on n'a pas compris l'origine de ce problème, c'est-à-dire qui est le boycott, j'ai été lynché, rincé, lavé par des gens qui ne comprenaient rien au droit. Mais attendez, le professeur Kamto lui-même a conclu, il a dit en 2019 que je sais que ce que je fais là, ça me créera des problèmes. Il n'a pas voulu assumer. Il n'a pas voulu assumer. Même si le professeur Kamto dit qu'il avait 3 options, ce qui en droit est vrai, mais il vous a évité et en dernière minute, il est parti saisir le Manidem. Donc c'est ça la base. Maintenant, pour l'apaisement du climat politique, c'est vrai qu'on aurait aimé, même s'il doit être battu, qu'il soit battu, je dis, pas sur le tapis vert. Mais comprenez que vraiment, et je suis sûr que monsieur le professeur ne me démentira pas, il a fauté. Je vais prendre une phrase de monsieur Abaoyono qui a dit en 2024, le 14 janvier, on l'a suivi à Vision 4, pardon de la publicité, il dit que l'erreur monumentale que monsieur Kamto a commise, c'est de boycotter. C'est lui qui le dit. En 2025, il dit tout à fait autre chose. D'accord. Donc c'est ça le commencement du problème. On y est là. C'est lui qui a commencé. Allez-y. Oui, par rapport au rejet au dépôt, je crois que j'ai un mot à dire. Ce serait utile de faire les rejets au repos. Mais pour éviter qu'il y ait des blocages, n'est-ce pas, sur des bases non fondées, il faut que l'ELCAM puisse quand même, dans le cas de la non-acceptation au regard de... En fait, lorsque les conditions ne sont pas remplies, qu'ils remettent quand même un document, n'est-ce pas, les 100 traces du motif qui empêche de prendre... Parce qu'un individu de 26 ans qui vient à la présidentielle, vraiment, c'est pas très bien. Et ça nous grandit pas. Par rapport aux tendances dans les partis, c'est une situation qui ne devrait pas arriver. Et là, le MINA doit être interpellé. Parce que je dis, à la création d'un parti, on sait qui sont les officiels. La modification ne peut intervenir que par les officiels. Ça veut dire que s'il y a une tendance qui se crée, il faut que l'ELCAM puisse, n'est-ce pas,
cela ne peut être imputable qu'à l'administration. Parce qu'on ne peut pas comprendre que M. N'Djamène soit à la création l'officiel de la part et que l'administration permette à quelqu'un d'autre qui n'est pas M. N'Djamène de pouvoir convoquer un congrès au nom de la part. Il n'y a pas de bicéphalisme, voilà. Parce que là c'est clair. Donc, et puis maintenant par rapport aux effets, aux conditions de... Non, j'ai dit, si j'étais le professeur Kamto, fervent défenseur du mandat impératif nul, j'aurais opté pour l'investiture par un parti qui me permet de ratisser large. On n'est pas président de la République avec ses militants. On est président de la République avec les Camerounais. Et donc, dès lors qu'une alliance peut me permettre, sans effort, d'agréger autour de ma candidature plus large, je l'aurais fait. Donc, le fait d'avoir opté pour le Mangem n'est en aucun cas un désaveu pour la théorie du mandat impératif. Maintenant, pour les effets du rejet de la candidature. Non, je crois que le professeur Kamto est aujourd'hui reconnu comme la 3e personnalité politique dans le monde à avoir organisé une réunion politique la plus populaire hors de son pays. Exagéré. Il n'est devancé que par Barack Obama et Nelson Mandela. Donc si on peut être populaire à l'étranger, à plus forte raison dans son pays. Mais vous pouvez le vérifier, tapez sur les réseaux. Je continue. C'est pour dire qu'on n'a plus que 3 minutes. Célestin n'a plus que 3 minutes. Laissez-le terminer. À l'époque, on fait des meetings qui étaient à 300 000 personnes. Je vous donne les données que vous allez vérifier. Terminez, on n'a plus que 3 minutes. Mais je dis... Et même John Frouni au Cameroun. À l'étranger. Je parle de meeting à l'étranger, hors de son pays. Terminez. Bon, donc je disais que... En 1 minute. J'ai travaillé en Côte d'Ivoire et je sais quelle était l'origine de la crise ivoirienne. C'était la notion d'ivoirité, conçue uniquement dans le but de paralyser une candidature qui dérangeait. Je crois que nos officiels vont se souvenir de la crise ivoirienne. Ce n'est pas une menace, c'est simplement une interpellation. Sur la base du fait que tout le monde connaît. Merci. Oui, je pense que pour répondre à ces questions, on va convoquer 2 éléments. Il y a la cause juridique et il y a la cause politique. Sur la problématique de la cause juridique, nous savons tous que le fait qu'il n'ait pas participé à l'élection municipale législative, c'est ça qui lui crée tous ces problèmes aujourd'hui. Évidemment. C'est aussi simple que ça. Vous n'appréciez pas sa place. Aussi simple que ça. C'est ça. Je dis, moi, j'aurais fait la même chose. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle dans la théorie de cause à effet. Les effets, donc, sauf le professeur Moïse Kamto aujourd'hui, sont liés de manière basique et claire, indiscutable, liés au fait qu'il n'ait pas participé à l'élection législative et municipale. Il n'y a pas de débat. Il n'a pas mobilisé une fraction pour l'embarrasser. Non, ça c'est... Il aurait créé un bicéphalisme. Non, laissez ça. Ce sont des allégations qu'on ne peut pas prouver. Ce sont des allégations que nous ne pouvons pas prouver. L'UPC est une création de l'administration. Ce bicéphalisme ne devrait jamais exister si l'administration est... On va aller quelques messages. C'est faux. Vous n'allez pas dans les... Donne-moi 2 secondes. Moi, j'étais à Oudja le 26 novembre 2019 pour investir les amis politiques. Vu le temps qui nous était imparti, on ne pouvait pas matériellement investir les 10 régions. Qu'est-ce qu'on a fait? On a commencé par l'extrême nord, le centre, l'ouest, le littoral, etc. 4 ou 5 régions. Ça, c'est l'histoire. Nous parlons. Non, c'est pour rejoindre sur des choses qui nous avancent pas. Utile. C'est pour dire ceci. Quant à l'évocation de l'argument qu'il y avait des tracasseries administratives, oui, peut-être, dans certaines régions. Mais s'il avait accepté le peu qu'on avait investi, il n'aurait pas cet embarras. D'accord. Aujourd'hui, on lit les messages. Aujourd'hui, j'aurais fait la même chose. J'ai souvent l'habitude de dire qu'il y a 2 types de boycott. Il y a le boycott total, il y a le boycott partiel. Oui. En termes de boycott, ils pouvaient choisir le boycott partiel. Ça veut dire qu'ils déposent ne serait-ce qu'une candidature dans une bourgade, dans un village quelque part, pour avoir ne serait-ce qu'un candidat, un élu. Pour pouvoir se présenter à l'élection. On aurait davantage. Donc, sur cette base-là, c'est une faute politique. C'est une faute politique grave. Parce qu'aujourd'hui, aujourd'hui, il va partout que telle personne peut m'écarter. Mais c'est lui qui est la cause de sa propre mort. C'est lui qui est la cause de sa propre mort. Il faut qu'il le sache. Parce que s'il ne le fait pas, il va tomber dans les mêmes effets. D'accord, on lit les messages. Monsieur a terminé, on lit les messages. Si on avait pris le bourri, on aurait raté. Bonsoir à votre panel. Je voudrais demander à monsieur N'Djamène de préciser le cadre juridique sur lequel il s'appuie pour comprendre et justifier les 2 dossiers d'un parti et non de l'autre. Hilary. 2 dossiers. Le cadre juridique sur lequel vous vous appuyez pour, comment on dit ça, comprendre et justifier les 2 dossiers, en fait, Manidem et RDPC, oui. Mais je dis ici que, dans le cas du RDPC, M. Léon Télé Ounana ne peut pas se prévaloir, ne peut pas justifier
d'une lettre d'investiture. D'accord, c'est bon. Bonsoir à l'émission. Je pense qu'il ne faut pas troubler les Camerounais. Le RDPC est clair. Le président du parti est le candidat unique à l'élection présidentielle. Fin du débat. C'est triste que les propos de M. N'Djamène ne soient pas objectifs dans ses prises de parole. Il a véritablement un acharnement pur et simple. Bon. Bonsoir, ma question au prof. M. N'Djamène, il voulait dire quelle est la couleur politique des élus de la mairie de Pitoa? Mais ce n'est pas une question de couleur. C'est une question de PV après le dépouillement. Moi, j'ai été élu SDF en 2013. Je démissionne du SDF en 2018. Je demeure conseil municipal, certes, à Douala-la-Première, mais je suis élu SDF. Et dans le PV, le jour de mon élection, je suis estampillé SDF. Qui est votre mandant, M. N'Djamène? Qui est votre mandant? C'est votre parti ou bien ce sont les électeurs? Non, qui est votre mandant? Bonsoir, M. N'Djamène et M. Togo ne sont passés outillés face au prof. Sur le mandat impératif, le parti d'Emmanuel Macron peut nous servir d'exemple. Le terme député, ADPC ou député, UPC, etc. est un abus de langage. William PK11, bonsoir à vous sur le plateau. Très bon débat, merci. Je voudrais poser une question à M. N'Djamène. Est-ce parce que M. Kamto n'a pas suivi le conseil du prof que ses argumentaires ne tenaient pas? Que son argumentaire, certainement, ne tenait pas? Non, le prof nous savons tous de citer trois options. qu'il arrive que le droit soit politisé. Et donc, il a choisi la voie qui, selon lui, serait plus facilement accepté. Et c'est aussi un moyen de ne pas faire connaître vous l'avez conseillé, ça. ses réelles intentions au camp d'en face, bonne ou mauvaise. C'est sa stratégie. Merci infiniment. Merci à vous. Basile, merci. On va certainement se revoir. Nouveau prof, vraiment merci infiniment. Oui, mais permettez que je dise que dans une relation de mandat, il y a un mandataire et un mandant. Si on a identifié le mandant, on sait le sort non, ça c'est de la manipulation. Le mandat du droit privé. Il y a le mandat politique. Allez chercher la définition du mandat politique. Je le dis, les Camerounais nous entendent. Ça c'est de la manipulation. Allez demander ce que c'est que le mandat politique. Si me prend comme mandataire, je dois vous rendre compte. Dans le cas du mandat constitutionnel, c'est une fiction. En vérité, le député n'est pas le mandataire de son parti. Il rend pas compte à son Retrouvez Orient Donquin et Oni Ladonnette. C'était un plaisir. C'était un plaisir. À moi encore plus. Dès 20h sur cette antenne pour le journal télévisé bilingue du soir. Prouvons autour soutien. Et vraiment merci pour cette chaleureuse amitié que vous nous faites toujours lorsque vous passez à... Basile, merci. Bonsoir et à demain 18h30.